à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce nouveau webinaire organisé par la Fédération de la mode circulaire et pour le premier de ce nouveau cycle de webinaires que l'on lance ce matin en collaboration avec l'ESCA et l'Institut MES qui s'appelle Réfléchir, Ralentir, Réunir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Élie dans la mort et je suis responsable du plaidoyer et de la communauté au sein de la Fédération de la mode circulaire. Et pour ceux qui ne connaisseraient pas encore la fédération, nous avons été créés en avril 2022 dans l'objectif de représenter tous les acteurs qui s'engagent dans des démarches d'économie circulaire et d'amplifier leur impact auprès à la fois des consommateurs, des pouvoirs publics en B2B de façon plus générale. Aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment d'arriver à représenter ces structures qui s'engagent, notamment auprès des pouvoirs publics, aussi bien à l'échelle française qu'européenne, avec des actions de plaidoyer, de les accompagner également dans le développement économique de leurs activités autour de la circularité et aussi d'arriver à promouvoir leurs activités auprès du grand public pour leur donner le maximum de visibilité. Donc nos moyens d'action sont assez divers. C'est notamment des actions de plaidoyer, comme je l'évoquais à l'instant. On a notamment publié là en septembre l'année dernière la deuxième édition de notre programme commun pour la mode circulaire qui récapitule 15 propositions de mesures que nous portons auprès des instances publiques pour faire avancer la réglementation autour de nos sujets. On publie également des veilles et des newsletters pour nos adhérents pour les informer des bonnes pratiques qui sont mises en place par les acteurs du secteur et pour faire évoluer la filière dans son ensemble. On mène également des travaux de recherche et des études. Ça a été notamment le cas l'année dernière avec le cabinet de conseil Accenture, avec lequel on a publié la première étude de marché sur la mode circulaire et qu'on est en train de mettre à jour et donc qui sera publié très prochainement à nouveau. On mène également des groupes de travail. Pour l'instant, nous en avons 4 qui sont actifs. Un sur la création circulaire, un sur les affaires réglementaires, un sur le commerce circulaire et un sur le Digital Product Passport. Nous organisons également des événements et du networking. Nous aurons à ce sujet à nouveau un gros événement à la fin du mois d'avril qui s'intitule la Journée de la mode circulaire, donc pour sa deuxième édition. N'hésitez pas à suivre notre compte LinkedIn si ça vous intéresse parce que nous allons très prochainement ouvrir les inscriptions. Et enfin, nous organisons également des webinaires et c'est pour ça que nous sommes tous ensemble ce matin. Et Siem, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Élie. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Et comme l'indiquait Élie, donc un cycle de webinaires a été conçu et qui a commencé à avoir lieu donc entre l'Institut de la mode éthique et de la consommation écologique de l'ESCA School of Management, qui a pour but vraiment et puis bien évidemment avec la Fédération de la mode circulaire et l'Institut de la mode éthique et la consommation écologique a pour but de réunir des académiques, des chercheurs et des praticiens, des professionnels, afin de réfléchir à des solutions, notamment, bien évidemment, en vue de faire évoluer l'industrie de la mode et d'intégrer de la manière la plus efficace possible et la plus rapide aussi possible les enjeux de durabilité dans le secteur. Donc, c'est vraiment un espace de réflexion sur des sujets qui touchent de près le secteur de la mode afin effectivement d'aller plus dans le sens de la durabilité. Et donc aujourd'hui, c'est le premier webinaire de ce cycle qui voit le jour. Donc, il s'intitule Savoir-faire et territoire, quelle perspective pour une mode éthique. Nous remercions très chaleureusement les intervenants qui sont avec nous, donc Colette Depierre, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, Éric Boel, gérant des tissages de Charlieu, et puis Domiti Labrani et Juliette Kervadec, respectivement présidente et directrice générale de Bondi à la crème. Et donc, on va les écouter dans cet ordre, hein, donc, puisque Colette, qui est chercheur à l'université, va parler notamment de la reconfiguration de la filière textile, du cycle de vie de la matière et les manières de la valoriser, et en lien bien évidemment avec l'enjeu de relocalisation et de la créativité. Puis Monsieur Boel va prendre la parole pour défendre l'idée du local en lien avec les principes de l'économie circulaire. Et enfin, Domiti Labrani et Juliette Kervadec exposeront une autre voie, celle de recourir à d'autres pays, mais qui est, là on reste sur une démarche quand même qui est durable et qui est motivée notamment par la recherche de savoir-faire spécifiques.
Donc, on va laisser les différents intervenants exposer et dérouler leurs réflexions autour de ce sujet. Et puis, on laissera quelques minutes à la fin, je pense 10 à 15 minutes pour les participants, pour poser leurs questions. Donc, les intervenants seront à disposition pour leur apporter des pistes de réponse. Et donc, n'hésitez pas à mettre aussi dans l'espace Didier, hein, donc vous avez un espace questions et réponses, vos interrogations au fur et à mesure de l'avancement de notre webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à indiquer effectivement toutes les idées via cet espace. Et puis bon webinaire à tous. Et tout de suite, on va laisser la parole à Colette. Merci Siem Elie. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme l'a indiqué Siem, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine. Donc, je suis à la fois enseignante et chercheur. Je suis enseignante notamment au sein du master mode et matières de PSL dont je suis responsable académique et puis chercheur au sein du laboratoire Dauphine Recherche en Management. Et donc, ma discipline est celle des sciences de gestion, notamment les thèmes de la stratégie et de la responsabilité des entreprises. Et donc, c'est à travers ce prisme-là aujourd'hui que je vais contribuer à cette réflexion commune qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et ce choix de thème voilà, du savoir-faire et des territoires. C'est un thème qui me semble particulièrement important parce qu'on a vécu ces dernières décennies un peu une mise à distance des consommateurs par rapport à la chaîne de création, de production des vêtements, et on aboutit aujourd'hui à un système qui semble à plusieurs égards un peu absurde, et cette absurdité est de plus en plus mise au jour, et fait réagir et amène à une transformation des pratiques. Et on a un moment où c'est important de se reconnecter, de regarder ce qui est proche de nous et de faire l'effort de voir, de comprendre ce qui est proche et aussi de comprendre ce qui est plus loin. Et donc, cette question de la localisation me semble particulièrement importante et on est dans un moment de recherche de dialogue pour reconstruire, reconfigurer cette filière textile qui est étroitement associée au monde de la mode. Je vais organiser ma présentation en deux temps. D'abord pour discuter cette question des savoir-faire et des territoires à travers quatre prismes, quatre manières de regarder le marché de la mode, de l'étudier, de le décrire. Et puis je reviendrai ensuite sur trois euh, types de solidarité qui semblent aujourd'hui assez importantes dans la dynamique de reconfiguration de la filière, donc des dynamiques de solidarité, de collaboration à mettre en avant. Donc, pardon. Donc, d'abord, quatre manières de regarder ce marché de la mode, cette filière textile. Il s'agit d'un travail qui est issu d'une présentation que j'avais fait à un colloque de Cerisy en 2021. Il y a un ouvrage qui reprend l'ensemble des participations qui paraît ce mois-ci avec l'ensemble des contributions qui s'appelle La mode comme indiscipline aux éditions B42. Donc, je repars de cette présentation que j'avais faite avec un angle spécifique aujourd'hui sur notamment les territoires. Donc, une première manière de regarder la mode et de la regarder finalement comme tous les secteurs aujourd'hui, c'est un secteur qui est en transition. Elle ne fait absolument pas exception. Et dans le domaine de la mode, ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que progressivement, tous ces éléments que j'évoquais un peu d'absurdité du système sont mis au jour, que ce soit des problématiques sur les chaînes d'approvisionnement, enfin, sur la performance, la disponibilité de l'outil industriel dans différentes régions. Et la réussite ou les difficultés économiques des marques, des fabricants. Enfin, les questionnements qu'on a aujourd'hui nous invitent à remonter la chaîne, à affiner notre compréhension de la filière, que ce soit à la fois pour les consommateurs qui appellent à plus de transparence, mais aussi les professionnels qui travaillent sur la traçabilité et la connaissance de cette chaîne. On est dans un cadre de transformation des critères de performance. On fait évoluer nos indicateurs avec des dimensions environnementales, sociales qui ont été longtemps négligées. Et puis, il y a globalement une nouvelle conception de l'action collective. Qu'est-ce qui va animer les collectifs au sein des entreprises au-delà d'une recherche de profit qui a pendant longtemps été l'objectif cible des stratégies d'entreprise. Donc, quand on regarde cette question des territoires, on a cette question de la transition et on est dans une période de changement des cadres de référence
pour penser les stratégies. Une deuxième manière de regarder la mode, ça va être de la prendre comme une filière qui a un terreau de savoir, de savoir-faire et qui a un enchaînement d'activités de l'amont vers l'aval. Et donc, on part de la culture, de l'extraction, de la production des matières jusqu'à la gestion de la fin de vie des produits, que ce soit une décomposition qui est industrielle ou une décomposition qui est organique. Et ici, il y a des choix, notamment dans cette organisation de la chaîne de valeur, il y a des choix importants à opérer en termes de stratégie. D'abord, d'intégration ou d'externalisation de certaines activités. Donc, est-ce qu'on va essayer d'avoir l'ensemble de la chaîne de valeur au sein d'une même entreprise ou alors reposer sur une chaîne de sous-traitance, une chaîne de partenariat. Et puis un deuxième choix important qui va être un choix de localisation de ces activités avec un peu deux extrêmes qui pourraient être une stratégie intégralement locale versus répartie mondialement, éclatée sur différents pays, et puis aussi des situations un petit peu intermédiaires de choix de localisation à distance, mais avec une cohésion locale forte, comme le fait par exemple Veja au Brésil. Donc, on a des choix d'intégration versus externalisation, des choix de localisation, et puis on voit aussi aujourd'hui des mouvements, par exemple sur le territoire français, liés à la question de la localisation, qui sont un petit peu de deux natures. Il y a à la fois des mouvements de relocalisation, donc des entreprises qui potentiellement étaient parties pour une partie de leur activité et sont revenues sur le territoire français en partie. Donc, il y a une dizaine d'années, par exemple, le Coq Sportif a entamé une transformation de sa stratégie et a reconstruit certaines activités localement en s'appuyant sur des partenaires. Et puis, il y a aussi des entreprises qui sont nommées par des chercheurs comme des entreprises born locales, donc qui sont en fait nées localement, qui ne sont pas dans un mouvement de relocalisation, mais qui se sont construites directement sur le territoire, qui sont des entreprises récentes. Et ici, alors, il y a notamment une thèse à l'École polytechnique de Juliette Keohane qui est en cours et elle a travaillé, elle a montré sur le fait qu'en fait, si on regarde ces choix-là, a priori, si on prend les théories économiques traditionnelles, ils sont un petit peu aberrants. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, on a du mal à justifier ces choix. Il n'y a pas d'avantage en prix, il y a une faible disponibilité des ressources, que ce soit des matières premières ou des ressources expérimentées. Et pourtant, ces entreprises voient le jour et il y a une dynamique assez forte qui se met en place. Et donc, c'est intéressant d'essayer de la comprendre. Et il y a notamment d'autres, pour comprendre en fait ces logiques-là, il y a aussi la notion de proximité qui va être très importante parce qu'on va faire ces choix de localisation en fonction évidemment d'éléments économiques liés à la distance géographique, au coût dans les différentes zones. On va regarder des éléments institutionnels sur de la réglementation, des normes, des taxes, des monnaies, donc un ensemble d'éléments traditionnellement regardés pour les choix de localisation. Mais il y a aussi une question de proximité culturelle, de capacité à travailler dans une zone, à créer ensemble des connaissances, à transférer ces connaissances et à engager tout un collectif. Et donc, il y a d'autres raisons qui viennent aujourd'hui souder, motiver les collectifs et créer ces dynamiques locales. Donc, deuxième manière de regarder la mode à travers cette filière et cet enchaînement d'activités pour travailler ensemble à la production dans ce cas-là, de vêtements. Il y a un troisième axe qui est important, qui est le fait qu'on est dans le cadre d'une industrie culturelle et créative. Donc, c'est une industrie avec toute la dimension de production, alors en plus ou moins petite série, production de masse, cet éclatement de la chaîne de valeur que j'ai évoqué, mais en même temps une dimension culturelle, créative importante et une dimension artistique aussi très, très présente dans la mode. On voit souvent dans les choix de localisation, on parle des capitales de mode, et donc là, avec un choix de localisation pour les studios de création, et davantage un éclatement sur l'amont de la chaîne de valeur. Mais il y a tout un enjeu aujourd'hui à considérer l'activité de création à toutes les étapes de la chaîne de valeur et comme faisant partie de cette activité de création. Et c'est la logique qu'on essaye de développer au sein du master mode et matière, d'amener les étudiants à regarder la créativité vraiment depuis l'amont de la chaîne et pas uniquement dans les studios. Donc, c'est un troisième axe. Et puis, une quatrième manière de regarder cette industrie, ça va être
de la regarder comme à travers le produit, hein, les produits qui sont générés, les vêtements. Et ce qu'on peut constater, les recherches montrent qu'il y a eu une sorte d'invisibilisation finalement des matières qui contribuent à ces produits. Les matières ont été comme englouties derrière les objets, derrière le vêtement, notamment du fait de cet éclatement des chaînes de valeur à travers le monde. Il y a notamment un travail récent d'Edith de l'emballerie de Valérie Guillard qui ont travaillé sur ce sujet. Et donc, face à cette invisibilisation, il y a une difficulté du coup, à la fois pour les consommateurs et les professionnels, à bien connaître et saisir les matières et toute la chaîne d'activité et les savoir-faire qui sont associés. Donc, à partir de là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qui est déjà fait par un grand nombre d'acteurs pour reconfigurer la filière? Le pari qu'on peut faire, c'est qu'en remontant la filière, si on se reconnecte de plus en plus au cycle des matières de l'amont vers l'aval, ça va permettre d'avoir une attention plus forte à cet enchaînement et à cette solidarité nécessaire au sein de la filière pour que les activités aient du sens et l'impact souhaitable en termes d'environnement, en termes social. Et cette reconfiguration de filière, on peut la regarder de trois manières. Il y a plusieurs solidarités, collaborations qui sont importantes à souligner. Euh, Tout d'abord, des collaborations qui sont vraiment étroitement liées à cette question de la responsabilisation de la filière. Et donc d'avoir une cohérence locale en termes de gestion du cycle de vie, du fait de gérer ces déchets à proximité des lieux de production et de consommation, enfin, de gérer aussi, quand on travaille à partir de déchets, des questions de symbiose entre filières et de vraiment comprendre du coup les lieux d'approvisionnement des matières pour pouvoir se synchroniser avec les lieux d'origine de matières qu'on peut potentiellement récupérer d'une autre filière. Il y a évidemment tous les enjeux de traçabilité autour de cette responsabilisation, dans la capacité à obtenir des informations fiables. Donc ça nécessite ici de tisser des liens avec un grand nombre d'acteurs. Il y a une deuxième dimension de collaboration qui est plutôt liée vraiment à la capacité à activer la filière et à avoir des savoir-faire qui soient réels, disponibles, expérimentés comme souhaité. Et ici, il y a des dynamiques importantes à la fois en termes d'investissement financier, hein, puisque souvent ça peut recueillir des investissements, par exemple industriels, assez importants. Et puis aussi des dynamiques d'apprentissage assez fortes. On est souvent sur des compétences, des savoir-faire qui mettent du temps à être construits, que ce soit sur des activités de création ou des activités industrielles avec des expertises, par exemple, sur les machines qui mettent des années à être construites. Et donc, dès qu'on a des ruptures dans les dynamiques d'apprentissage, une baisse du flux de commandes, une externalisation qui fait qu'on part, on revient, ça vient casser les logiques d'apprentissage. Et après, il y a un temps en fait très conséquent pour remettre en place ces logiques. Donc, en fait, les choix de localisation, du coup, ils s'inscrivent vraiment dans un temps long et parce qu'il y a derrière toute une dynamique qui s'organise dans la construction ou la déconstruction des savoir-faire qui sont associés. Et puis, il y a une dernière dimension qui est une dimension plus voilà, de création, on pourrait parler même de réenchantement un peu de la filière aujourd'hui, pour que les relations qui se créent dans la chaîne de valeur et avec les sous-traitants qui soient proches ou loin, avec les fabricants, avec les partenaires, elles ne soient pas uniquement dans une dimension d'optimisation, de sourcing et de recherche d'optimisation des coûts, mais aussi dans un dialogue et une construction ensemble d'une approche de création et de partir de la matière comme étant une matière qui suffit d'avoir une réaction créative et qui, dans les mains des artisans, des fabricants, va donner lieu aussi à la création. Donc, c'est en reconsidérant un peu l'ensemble du cycle de matière, du cycle des matières de l'amont vers l'aval, qu'aujourd'hui, on est amené du coup à se reconnecter à ces différentes étapes et à faire les choix les plus pertinents possibles. Merci beaucoup, Colette, pour cet éclairage. Je pense qu'on va continuer dans ce développement autour de la proximité et du local avec Monsieur Boel. Donc, c'est à vous.
Bonjour à tous. Assez globalement, notre sujet aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. On a bien conscience, évidemment, que notre planète n'est capable de fournir, maintenant que jusqu'au mois de juillet de chaque année, toutes les ressources qu'elle consomme, et que l'économie circulaire, et donc le fait d'utiliser de la matière qui n'est plus de la matière vierge, mais de la matière qui est recyclée, elle sera de plus en plus importante, puisqu'on ne peut plus continuer, notre planète n'est plus capable de fournir la matière vierge qui nous permet de consommer ce que nous consommons aujourd'hui. Donc cette économie linéaire que vous avez sous les yeux, mais avant d'attaquer et de vous décrire ce schéma, je voulais vous donner quelques chiffres sur le secteur du textile, ce secteur du textile qui est tagué comme étant l'un des plus polluants et, et- et les plus toxiques, n'ayons pas peur des mots, à tout point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue production, d'un point de vue humain, d'un point de vue carbonation, etc. Euh, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, c'est l'image globale de notre secteur, alors qu'il y a, et on va le voir avec Juliette, et puis ce que je vais vous dire, qu'il y a évidemment pas un seul textile, mais plusieurs types de textiles et des textiles émergents euh, dont il faut avoir conscience et qu'il faut encourager. Les chiffres. Euh, la consommation française de textiles, linge de maison et chaussures, c'est 830 000 tonnes chaque année. 96% de ces 830 000 tonnes sont importées, et majoritairement d'Asie. Le kilo de textile moyen consommé en France, c'est les chiffres de l'étude Cycleco qui date de 2020. C'est en moyenne, je ne parle pas des chaussures, mais que du textile, c'est en moyenne 54 kilos de CO2 par kilo de textile consommé, ce que nous consommons tous. Si nous produisons ce textile, ce kilo de textile en France, on divise par deux cet impact. Si on le fait en diffusion, en circuit court, on divise par 4 cet impact, en plus, production française plus circuit court. Et si on le fait avec de la matière recyclée, donc en économie circulaire, on divise par 10. Ces chiffres sont issus non seulement de l'étude Cycleco, mais également du programme d'investissement d'avenir FIREX, qui ont non seulement conforté ces chiffres, mais les ont renforcés. On est plutôt divisé par 13 que par 10 quand on utilise de la matière recyclée. On ressent avec ces chiffres que l'impact d'une production qui est à proximité, comme le disait Colette il y a quelques minutes, le principe de l'économie circulaire, évidemment, c'est qu'on puisse transformer de la matière récupérée sur les lieux de consommation au plus près de ces lieux de consommation. C'est ça le principe, un des principes de base de l'économie circulaire. Euh, on a mis en place avec un certain nombre de partenaires, donc Tissage de Charlieu, mais également Synergie TLC, qui sont des opérateurs de collecte et de tri, comme le Relais, avec des distributeurs comme Auchan ou des startups comme 1083. Euh, un certain nombre de partenaires, il y en a au moins une trentaine pour l'instant. Euh, un, un circuit puisque l'économie circulaire, comme son nom l'indique, c'est un cercle. Et il faut visualiser ce cercle comme une artère où on vient se pluguer. Et plus on sera nombreux à se pluguer sur cette artère, et plus le flux sera important, et plus il sera pérenne, et il fera du bien, parce qu'effectivement, il est à proximité des zones de production, des zones de consommation, et euh, on répond aux trois grands défis de notre pays, que sont la reconquête de notre souveraineté économique et industrielle que nous avons perdue dans beaucoup de secteurs d'activité, dont le textile, bien sûr, la transition écologique avec en particulier la décarbonation et la cohésion sociale par l'emploi. Parce qu'effectivement, on pense qu'un des meilleurs facteurs de cohésion sociale que nous avons à notre disposition, c'est la création d'emplois. La mise en œuvre de ce cercle que vous avez sous les yeux, il il nécessitait, aujourd'hui, l'économie circulaire textile, elle est balbutiante, elle était balbutiante, pour une raison simple, c'est que c'est effectivement un secteur qui est basé pour une grande partie sur la mode, et que la mode, on fait des produits très différents,
Et donc, on a un flux de matière et une consommation de matière qui est extrêmement hétérogène. Donc, ce flux de matière hétérogène, comment faire pour l'exploiter, le transformer en matière première exploitable de qualité? Jusqu'à présent, c'était impossible. Donc, on a mis au point, avec des partenaires fabricants de machines, qui s'appellent Pellinck, qui est en France, et Andritz Laroche, qui est à côté de chez nous, à Cours-la-Ville, qui est le leader mondial des machines de recyclage, un procédé qui existe aujourd'hui, qui est ouvert, qui s'appelle Nouvelle Fibre Textile, et qui, après le premier tri, dans les centres de tri manuels, va permettre de trier à très haute vitesse, par composition, par couleur, et d'enlever les boutons, les braguettes, etc., pour passer d'un flux de matière hétérogène à un flux de matière homogène, en polyester, en coton, en laine, etc., etc. Le deuxième verrou que nous avons fait sauter, c'est l'effilochage de qualité filature. L'effilochage, ça existe depuis très longtemps, mais on a mis au point une ligne d'effilochage de qualité filature qui s'appelle Renaissance Textile, qui est à Laval, avec deux autres associés, qui nous permet de transformer une partie de cette matière en, en, en fil, en matière euh, qui, qui a une qualité proche de la matière vierge et qui nous permet derrière de refaire du fil et donc de réalimenter en boucle fermée un circuit industriel de textile. L'idée aussi, au travers de ce processus, c'est ce qu'on ne pourra pas transformer en textile, qu'on puisse l'orienter vers d'autres secteurs d'activité, comme les matériaux composites, comme le non-tissé, l'isolation, etc., avec un principe clair et très fort, qui est de dire, arrêtons de ce flux, enfin, limitons ce flux de cette matière qui est collectée en France et qui aujourd'hui repart à 80% à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en Afrique et en Asie. Vous savez que on estime que 80%, c'est une étude de l'IFM, l'Institut français de la mode, 80% des microplastiques qui sont dans les océans sont liés, issus du textile, sont liés à la fin de vie. Donc, notamment quand nos vêtements en fin de vie partent en Afrique et la moitié seulement est réutilisée, le reste est mis dans des décharges et comme ces pays ne sont pas équipés de structures ad hoc, ces vêtements vont dans les rivières puis se retrouvent sur les plages et donc dans la mer. Donc ce système économique circulaire que vous avez sous les yeux, avec ces verrous qui ont été levés, permet de créer ce flux dont je vous parlais et qui est extrêmement puissant. Alors on peut se dire, tout ça, c'est très intéressant, mais c'est un peu de la théorie, c'est pas possible. De toute façon, les coûts seront tels qu'on ne peut plus rapatrier de la production textile en France. Alors évidemment, nous sommes des industriels, nous sommes lucides, et on imagine bien que les 96% de produits importés aujourd'hui, on ne va pas pouvoir les réduire à zéro, et puis c'est peut-être pas l'objectif, mais en tout cas, de reconquérir une partie de notre souveraineté industrielle. Et très concrètement, je vous donne un exemple des tissages de Charlieu, mais il y en a des milliers d'autres, 1083 et plein d'autres. Nous avons mis au point des robots qui permettent de fabriquer des cabas de caisse de supermarchés, notamment avec Auchan et Système U, où nous remplaçons la totalité de leurs cabas de caisse qui étaient en polypropylène fabriqués au Vietnam par des sacs en matière 100% recyclée qui sont tissés et confectionnés par des robots en France, des robots qui sont pour l'instant uniques. Nous les avons mis au point avec un partenaire, un fabricant de machines. Et concrètement, en 2023, nous avons produit 10 millions de cabas de caisse qui ont alimenté donc Auchan et Système U, créé 70 emplois et économisé 70 000 tonnes de CO2. C'est-à-dire que, vous entendez bien les chiffres, 70 000 tonnes de CO2, 70 emplois, 1000 tonnes de CO2 économisées par emploi créé. On réconcilie l'économie et l'écologie. Et puis aussi, se dire que ces cabas de caisse, quel produit plus basique qu'un cabas de caisse, quel produit plus délocalisable qu'un cabas de caisse, quel produit on se dit, mais vraiment, ça n'a aucun intérêt de fabriquer ça en France. Eh bien, on le fait quand même. Il faut qu'on retrouve cette fierté de se dire que nous sommes capables de produire ce que nous consommons dans notre pays. Et cette fierté-là, elle va alimenter
cette reconquête de notre souveraineté économique et industrielle, la décarbonation, puisque nous sommes certainement l'un des pays industriels, voire le pays industriel qui a l'électricité la plus décarbonée de la planète, euh, et évidemment la création d'emplois. Et tout ça, ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit à se dire que maintenant, enfin bientôt, et c'est ce qu'il faut appeler de nos voeux avec l'affichage environnemental, avec tout ce qui est en train de se passer, le projet de loi sur anti-shine, sur l'économie, sur, qui est en discussion à l'Assemblée aujourd'hui sur l'ultra fast fashion, c'est de se dire qu'aujourd'hui, un produit, on ne peut plus le qualifier uniquement avec sa valeur économique. Il faut qu'il y ait également sa valeur environnementale et sociale, qu'il y ait les trois valeurs, les valeurs, cette valeur économique, évidemment, qui est indispensable, mais aussi sa valeur économique et sa valeur environnementale et sa valeur sociale. Tout ça pour aboutir à quoi? On a dit, Colette l'a dit avant moi, je l'ai répété, il y en a marre que notre secteur d'activité, que cette filière textile ne soit considérée que comme une filière qui fait du mal, comme une filière qui crée une pulsion d'achat et d'envie, mais qui fait, avec les Ouïghours, le Rana Plaza, les plages africaines, etc., la mer d'Aral qui a été asséchée. En fait, à chaque fois qu'on parle du textile, on ne parle que des effets de bord de cette filière et qu'il existe la possibilité d'avoir au sein de cette filière des poches qui vont faire une mode et un textile qui fait du bien depuis la production jusqu'à la consommation. Et c'est ça qu'on veut faire parce que c'est ça qu'on veut faire. Soit on assiste à cette dégradation de notre planète et de notre cohésion sociale en se disant, bah, de toute façon, c'est comme ça, c'est foutu, on ne va pas y arriver. Soit on se dit, en fait, il y a des voies, il y a des possibilités de transformer les choses et d'avoir un système économique qui est non plus puissamment mondialisé, financiarisé, euh, 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 concentré, euh, linéaire, fortement carboné et souvent déshumanisé, et qu'on aille vers un système économique et industriel qui soit plus local, qui soit plus circulaire, qui soit moins carboné et qui fait du bien aux hommes et à la planète. Et on a appelé ça la perma-industrie, par analogie évidemment à la permaculture, avec perma comme permanent. Et cette idée que la finalité que nous poursuivons, c'est pas uniquement une finalité économique, c'est une finalité de faire du bien. Et c'est ça qui nous tire, parce que je termine juste par une phrase, et j'ai certainement été trop long, pardonnez-moi, une phrase qui nous inspire beaucoup au tissage de Charlieu. Euh, Tout mouvement tient son dynamisme de la finalité vers laquelle il tend. Si cette finalité, elle est bonne, si cette finalité, elle est altruiste, si cette finalité, elle est faite avec la profonde volonté de faire du bien, ça crée un mouvement, ça crée un dynamisme d'une puissance qui nous dépasse et enclenchons tous ensemble ce mouvement. Merci beaucoup, Monsieur Boel, pour cet exposé. On voit très bien voilà, une forte conviction et je pense que vous développez très bien les avantages. Il y a d'ailleurs un consensus là-dessus. Je pense les avantages qui permettent de défendre une économie circulaire et la proximité sont assez nombreux et vous le mettez bien en évidence. Vous parlez aussi, ce qui était intéressant et très intéressant, cette valeur altruiste ou étendue, hein, qui fait référence aux bénéfices environnementaux et sociaux et qui doit effectivement venir pour dépasser un peu la logique économique classique et donc cette valeur économique qui a toujours dominé. Je rajouterais peut-être la valeur consommateur et je pense que l'intervention de Juliette et Domiti va permettre aussi de aussi revenir peut-être sur le consommateur qui est quand même la cible clé et je pense qu'une partie des transformations du secteur du textile va dépendre aussi de l'effort que le consommateur serait prêt à faire, hein, et donc on parle bien aussi de valeur consommateur. Effectivement, donc Juliette et Domiti vont tout de suite nous exposer peut-être une autre voie parce que
je pense, même s'il y a un consensus sur les bénéfices de cette économie locale et de cette économie circulaire, il y a parfois des contraintes. Donc, ce serait bien aussi de voir ensemble quelles sont aussi parfois les barrières qui peuvent se poser pour les entreprises et en lien bien évidemment avec les perceptions des consommateurs et leurs préférences et leurs attentes. Voilà, donc je vous laisse tout de suite la parole, Juliette Idomiti, pour nous exposer ce que vous faites et qui n'est pas forcément et toujours dans la proximité. Merci beaucoup, Merci. Ciel. Vous voyez bien notre écran? Tout à fait. Merci. Alors pour se présenter rapidement, donc je suis Juliette. Et moi, Domitille. Du coup, on a créé, une marque, de vêtements pour enfants à l'origine, il y a maintenant, 2 ans et demi, en septembre, 2021. Pour revenir rapidement sur notre marque, en avril 2022, on commercialisait notre toute première collection. En mai de l'année dernière, on a lancé notre première, chemise femme qui a bien fonctionné et qui du coup nous a repositionnés sur, un secteur, enfin sur un segment en septembre 2023, matchy femme-enfant et le 1er mars, donc il y a 12 jours, on a lancé notre, collection, printemps-été 2024. Donc nous, on fonctionne avec 2 collections, une automne-hiver et une, printemps-été. Donc là-dessus, on est assez, traditionnel, je dirais et on s'est repositionné cette fois sur, le matchy, donc c'est-à-dire le vêtement, similaire sur, la femme et sur la petite fille. Donc on a arrêté le petit garçon qui était un segment qui fonctionnait pas pour nous. Du coup, on va vous présenter un peu, nous, notre approche de la production. On va commencer par un petit disclaimer rapidement. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment pas de venir défendre l'idée d'un anti-Made in France, parce que c'est pas du tout notre propos. Nous, on est tout à fait en accord avec tout ce qui a été dit précédemment par Monsieur Boel, mais on va le remettre en perspective avec la réalité du terrain, parce que nous, on a été les premières à s'y confronter quand on s'est lancé. Évidemment, quand on a créé la marque, on s'est dit, c'est super, on va faire du Made in France, mais voilà, on va retracer un peu tout ce cheminement et vous expliquer, nous, notre manière de voir la production. Donc avant de se lancer, on sortait d'études, on avait, toutes les 2 24 ans, beaucoup de rêves. On avait envie évidemment de créer une marque, qui soit la plus éthique possible. On avait envie d'utiliser des matières, naturelles uniquement, donc tout ce qui était polyester, polyamide qu'on pouvait retrouver dans la fast fashion, c'était vraiment un no-go complet pour nous. On voulait, sachant qu'on se lançait sur le marché de l'enfant et qu'on savait que c'était, un marché qui était régi, par le prix, on voulait avoir un prix qui soit le plus accessible possible pour nous, à savoir, qu'on s'y retrouve en termes de marge, mais aussi sur le marché de l'enfant parce qu'aujourd'hui, on sait que les familles, consomment, dans des marques qui coûtent le moins cher possible sur le marché de l'enfant du moins et on voulait idéalement produire en circuit court, donc si possible en France et au plus loin au Portugal et on voulait aussi proposer des designs originaux, des détails, des coupes travaillées, ce qui allait faire finalement notre style, notre ADN de marque et derrière, pouvoir faire, une différence en termes de produits. Ça, c'était avant de se lancer et en se lançant, évidemment, on a été rattrapés par, la réalité du terrain, à savoir que tout ça, on aurait bien aimé que ce soit tout compatible, mais ça ne l'est pas. Déjà, comme je le disais, même si on avait cette idée avant de se lancer, au final, la réalité est vraiment là, à savoir que le prix, c'est le critère de choix numéro 1 pour un client sur le segment de l'enfant. L'enfant grandit vite et il tache ses vêtements, il les troue et cetera. Donc il faut très souvent renouveler la garde-robe. Du coup, pour un parent, il n'est pas question de mettre un prix excessif dans un vêtement pour enfant. Produire en France et en Europe coûte cher. On s'est renseigné, bien sûr, pour produire en France, mais c'était vraiment au-delà des prix qu'on pouvait, imaginer parce que derrière, sinon on voulait faire une marge même correcte, on se retrouvait à vendre des prix vraiment trop chers sur le vêtement enfant et ensuite on s'est rendu compte de quelque chose, d'intéressant, c'est que le coton, il pousse pas en Europe. Donc il y a un trajet indispensable de la matière quoi qu'il en soit et que les savoir-faire textiles diffèrent selon les pays. C'est-à-dire que pour produire un sweat, donc une matière qu'on appelle jersey, vs produire une chemise, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même savoir-faire, c'est pas la même façon de tisser et du coup, c'est pas les mêmes ateliers et donc pas forcément les mêmes pays qui sont spécialement, pour ce savoir-faire-là.
Du coup, nous, on a fait le choix de produire en Inde, donc on va revenir assez brièvement sur ce choix. Mais pour reprendre ce que disait Juliette sur la matière, donc nous, on voulait travailler que le coton, qui est une matière naturelle, alors qui est certes pas encore la matière parfaite, parce qu'on sait que le coton consomme beaucoup d'eau. Nous, dans la mesure du possible, on travaille le coton biologique, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas toujours possible parce que, étant une petite marque ayant des petites quantités, il y a souvent des gros minima pour les matières biologiques. Donc, c'est pas toujours possible, mais on le fait tant que c'est possible. Et en fait, voilà, donc là, on vous a mis un petit graphe sur la production de coton dans le monde. Donc, on voit que le coton provient majoritairement d'Asie, un peu des États-Unis, mais d'Europe, non. Donc, dans tous les cas, on allait devoir importer la matière première. Donc, ça faisait assez sens pour nous d'aller chercher la matière là où elle se trouve. Donc en Inde, donc là on voit pas sur le graphe, mais particulièrement le coton bio vient d'Inde. Là le graphe c'est pour le coton traditionnel, mais le coton bio vient majoritairement d'Inde. Donc là on vous a mis un peu un petit comparatif. Donc en fait produire en France ou au Portugal c'est très bien, mais avec du coton qui vient d'Inde, de toute façon l'empreinte carbone liée au transport du produit, elle est là aussi parce que si le coton vient d'Inde et qui va ensuite au Portugal puis en France, bon bah finalement c'est encore, enfin les total de kilomètres parcourus sont encore plus importants que si on produit tout en Inde et qu'on achemine ensuite en France. Donc ça c'était un premier point. On s'est dit on va centraliser tout de la confection, enfin de la récolte de la fibre au tissage de la fibre, à la production du vêtement, on va tout centraliser dans un même pays. Ensuite, pour nous, ça faisait sens aussi de produire en Inde parce que, comme l'a dit aussi Juliette rapidement, on a basé l'ADN de la marque beaucoup sur tout ce qui est broderie, détail de croquet, sur des imprimés aussi. Et le savoir-faire textile de l'Inde repose majoritairement sur tous ces aspects-là, notamment la broderie. Donc, on s'est dit que c'était aussi très logique d'aller chercher le savoir-faire là où il se trouve. Et nous, dans notre approche de la durabilité, il y a aussi tout un volet social qui était très important. Et en Inde, le savoir-faire, enfin l'industrie du textile, c'est le deuxième employeur du pays. Donc c'est vrai qu'avec tous les scandales qu'on entend sur les productions asiatiques, qui sont tout à fait justifiés, bien évidemment, il y a un boycott des productions asiatiques. Et donc, en fait, les marques françaises, européennes retirent leur production d'Asie. Mais derrière, il faut quand même prendre en compte l'impact que ça a sur ces pays-là, et notamment sur l'Inde, de faire perdre leur emploi à des milliers de personnes qui vivent de ça. Donc nous, on a plutôt réfléchi ça en se disant on va redorer l'image de la production indienne dans notre cas, mais asiatique de manière générale, en étant totalement transparente sur nos processus de production. Donc nous, notre atelier, on va le visiter tous les ans. À chaque fois qu'on s'y rend, on en profite, on filme tout ce qui s'y passe. Donc on a fait toute une série de vidéos sur les dessous de notre atelier pour montrer que en fait tout n'est pas mauvais dans les productions asiatiques, qu'il y a des ateliers qui font les choses très très bien. C'est le cas du nôtre, c'est un atelier qui est audité, certifié. Donc voilà, les employés sont évidemment respectés, rémunérés à leur juste valeur pour un pays asiatique. Donc ça, c'était vraiment le deuxième point, c'était le savoir-faire, aller chercher le savoir-faire là où il se trouve. Et ensuite, bah, bien évidemment, nous, ça nous permet aussi d'avoir accès à des coûts qui sont moins importants que ceux qu'on a en France ou en Europe, et donc de pouvoir proposer des produits qui sont plus accessibles pour les consommateurs. Voilà, tout en ayant une marge qui est relativement décente et qui permet quand même à la marque de survivre, hein, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le point. On peut faire un peu, du coup, la marque est jeune, hein, comme le disait Juliette, on n'a que 2 ans d'ancienneté, mais si on devait faire un petit récap sur ces 2 ans et avec le peu de recul, enfin, c'est le peu de recul, mais qui est quand même un certain recul sur ce choix de produire en Asie, je dirais que, enfin, en tout cas, nous, on n'a jamais regretté un seul instant cette décision. On a été amené à produire dans d'autres pays, notamment, par exemple, toutes nos productions de sweats sont faites au Portugal parce que, pour le coup, il n'y a pas ce savoir-faire-là en Inde. Donc, c'est toujours dans notre recherche de savoir-faire. On est allé au Portugal pour produire des sweats et on est très contente de cette production-là. Et en Inde, oui, nous, on a une relation qui est vraiment très particulière avec notre atelier. Malgré la distance, en fait, je pense qu'on est
plus proche d'eux que ce que pourraient l'être potentiellement des marques qui produisent en France. On s'appelle très, très, très régulièrement, quasi quotidiennement. On échange par email, on fait des visios et la relation n'est pas du tout freinée par la distance, bien au contraire. Et quand on Voilà. va les voir, c'est encore plus fort. Tu veux rajouter quelque Ouais, chose? je rajoute juste ça, mais en fait, dans le monde du textile, c'est aussi compliqué d'avoir des partenaires de qualité. Il y a beaucoup, beaucoup de turnover dans les usines, etc., avec des clients qui changent d'usine très rapidement. C'est difficile d'avoir un partenaire de confiance et de qualité. En fait, sur ces 2 ans-là, on a vraiment tissé une relation de confiance avec cet atelier. Et du coup, pour nous, ce serait enfin, on est très fiers de produire dans cet atelier et c'est pas une question qui se pose, même à prix équivalent, parce qu'on s'est renseigné pour avoir évidemment d'autres coûts en Europe et notamment en Europe de l'Est. On pourrait obtenir des coûts similaires à l'Inde, mais en fait, par rapport à tout ce qu'on vous a raconté sur ce coton qui vient directement d'Inde et sur cette confiance qu'on a avec l'atelier qu'on a actuellement, on n'a pas du tout envie de changer. Parce que voilà, c'est une relation vraiment de qualité qu'on a avec eux. Et du coup, pour conclure un peu rapidement, nous, là, la démarche, c'est plutôt d'avancer main dans la main avec cet atelier, qui est un petit atelier familial. Donc, nous, on a plutôt envie d'aller améliorer ce qu'on peut améliorer avec eux. À savoir que là, à l'heure actuelle, il y a un gros sujet sur une potentielle certification GOTS pour l'atelier. Il faut savoir que la certification GOTS coûte très, très cher. Donc, en fait, aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'ateliers qui ne l'ont pas aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se la payer, surtout dans les pays d'Asie comme l'Inde. Donc, nous, ce serait plutôt voilà, de travailler ensemble pour peut-être aller chercher cette certification-là, si possible, plutôt que de se dire on va déserter et aller en Europe, en France, pour nos productions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. On va pouvoir Merci laisser pour, passer aux questions. oui, merci pour cet exposé très clair. Merci à tous les intervenants. Donc, on arrive au bout des exposés. On va tout de suite consacrer du temps aux commentaires, remarques, questions. Élie, je vois, il y a déjà quelques commentaires. Peut-être on peut les reprendre. Oui, tout à fait. Alors la première, c'est plutôt une remarque. Du coton régénératif est cultivé en Grèce et en Espagne aujourd'hui. Est-ce que Domitier et Juliette, c'est quelque chose que vous aviez gardé en détail de votre côté? Oui, oui, bah alors on sait Bien qu'en sûr, il y a effet, même du il y en a, coton aussi oui. qui est en train d'être produit en France. Mais c'est vraiment des quantités qui sont c'est tellement niche et minime qu'en réalité, c'est accessible à quasi personne. Ces productions-là de coton, c'est des toutes petites prods. Donc, c'est super si à l'avenir, on arrive en effet à faire des productions de coton en Europe, en France. Et je pense que peut-être qu'on pourra y arriver un jour, hein, s'il y a déjà quelques petites productions. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout accessible, en tout cas aux marques comme nous. Donc, voilà. Et la question suivante que je vois aussi sur pourquoi ne pas avoir travaillé avec des matières textiles existantes. On travaille avec des matières textiles existantes. En fait, nous, on choisit nos matières dans un grand marché en Inde, avec un marché avec plein de tissus. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit nos tissus. Donc, lorsqu'il est disponible et en suffisante quantité, on produit directement dedans. Très bien. Et ça amène peut-être à une question et aussi en lien avec l'intervention de Monsieur Boel sur le recyclage, parce qu'effectivement, Caroline Tancelet vous interroge notamment sur les matières recyclées. Monsieur Boel a beaucoup développé et défendu effectivement le recours à des matières recyclées. On sait en même temps que le recyclage n'est pas non plus exempt d'impact. Est-ce que, et là peut-être j'avais effectivement cette question peut-être pour Monsieur Boel, est-ce qu'il y a des réflexions déjà qui sont menées autour de l'impact de cette pratique et le recyclage? Vous avez bien parlé de recyclage en boucle fermée. On sait aussi qu'il y a du recyclage en boucle ouverte. Est-ce que, voilà, où on est de ces réflexions autour de aussi de la réduction peut-être de l'impact de cette pratique de recyclage? Bah, c'est assez simple, hein. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Sur le textile, on divise par 10 l'impact carbone. Donc, divisé par 10, je vais juste vous donner une illustration. Si tout le monde faisait comme ça, on a généré en 2023 40 gigatonnes de CO2. L'activité humaine a généré 40 gigatonnes de CO2. Si on divise par 10, on est à 4 gigatonnes. 4 gigatonnes, on est à la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire avant l'ère pétrolière. Donc, en fait, l'utilisation de matières recyclées est d'une puissance de décarbonation
phénoménal. En tout cas, dans le textile, je ne connais pas les autres secteurs d'activité, on a assez d'une autre, c'est extrêmement significatif. Ça, c'est pour l'impact carbone. Pour l'impact sur, par exemple, la consommation d'eau, on divise par 100, puisque effectivement, on trie par couleur. Donc, il n'y a pas de teinture, qui est l'essentiel de la consommation d'eau qu'on a dans le cycle de la fabrication d'un vêtement ou d'un textile. Sur la création d'emplois, on estime qu'on a un emploi créé localement, enfin, si on souhaite le faire localement, évidemment, pour 10 tonnes de matière traitée. Donc, quels sont les impacts? Évidemment, quand on dit, bah oui, mais le recyclage, ça a aussi des impacts, bah, bien sûr, ça a des impacts. C'est-à-dire, tout processus industriel a évidemment un impact. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer cet impact par rapport à l'impact d'origine. L'impact matière vierge, matière habituellement consommée en France, c'est les chiffres que je vous ai donnés, 54 kg de CO2, et en termes d'emploi, évidemment, extrêmement réduit, en tout cas sur les phases industrielles. Et de l'autre côté, vous avez un emploi pour 10 tonnes de matière traitée. euh, et, euh, et voilà, donc on est, on est sur le processus, la carte que je vous ai montrée. D'ici 2 ans, on a créé à peu près une centaine d'emplois. Et d'ici 2 ans, on en aura créé pour 20 000 tonnes de matière traitée. On va créer tous ensemble, avec les 30 partenaires, 750 emplois en France. Monsieur Boel, il y a une interrogation de Sylvie Béret. Est-ce que vous parlez bien du recyclage en boucle fermée ou vous intégrez aussi en boucle ouverte? Comme je l'ai indiqué, mais sans doute pas suffisamment clairement, l'idée, je vous le redis en 2 mots. On va récupérer 1000 tonnes, pour donner un chiffre, enfin, ou 100 tonnes de vêtements. L'idée, c'est que ces 100 tonnes de vêtements, une fois qu'on a récupéré la crème pour faire du réemploi local, c'est entre 5 et 10%, tout le reste, il est traité par les différentes usines dont je vous ai parlé et qui vont permettre d'orienter tous les flux, les garder en France pour faire de l'isolant, des matériaux composites, du non tissé, d'autres utilisations et du textile. L'idée, c'est que ce flux irrigue l'ensemble des secteurs d'activité consommateurs de fibres textiles, y compris la boucle fermée. Et c'est la boucle fermée qui, évidemment, est la plus intéressante parce que c'est le Graal, parce que c'est elle qui permet de créer le plus d'emplois et de reconquérir cette souveraineté économique et industrielle sur cette activité textile, qui est d'ailleurs pas que l'habillement, hein, ça peut être les vêtements professionnels, les textiles techniques, etc. Mais mais on ne peut pas, l'ensemble du flux ne peut pas refaire que de la boucle fermée. Donc l'idée, c'est que on puisse, je vais le redire en un mot et qui correspond bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le job, c'est de se dire comment cette matière qui est considérée comme un déchet, qui se retrouve sur les plages africaines, on va pouvoir lui donner, pour chaque fraction, la meilleure valeur ajoutée économique, environnementale et sociale. C'est ça le job. Merci beaucoup, Eric. Et on va prendre les autres questions dans le chat. Là, c'est plutôt pour Juliette et Domitie. Pourquoi ne pas avoir travaillé avec des stocks dormants? Oui, en fait, Justement. c'était ce qu'on disait justement quand on parlait de tissu upcyclé. Si c'était ça, on travaillait aussi avec les stocks dormants disponibles sur les marchés en Inde. Donc voilà, ça répondait on avait déjà répondu à la question. D'accord. L'autre question, c'est sur les gisements de textiles où se trouvent principalement les partenaires. Pour les gisements de textiles, où se trouvent principalement les partenaires? Je ne sais pas qui peut apporter une réponse. Pour les gisements textiles en recyclé, vous voulez dire? C'est pas précisé. Peut-être Virginie Boissière, si vous voulez préciser votre question, elle confirme. Ouais. Les gisements, il y a la collecte, en fait. Le principal de la collecte, aujourd'hui, sur les 800 000 tonnes, je n'ai pas donné les chiffres, sur les 800 000 tonnes consommées en France, on collecte 250 000 tonnes par les associations et les entreprises de l'économie sociale et solidaire de type Le Relais, Emmaüs, Synergie, TLC, etc. Donc, l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est l'essentiel de la collecte. Il y a aussi des collectes en magasin
donc ce qu'on met en œuvre également avec des clients sur un flux complet. Et cette idée d'économie circulaire, c'est aussi arrêter cette fragmentation. On achète le tissage là, on achète ci, là, etc. Et cette fragmentation, elle est souvent faite pour, Juliette, vous disiez ça tout à l'heure, ce turnover des usines où l'usine, elle est à 30 centimes moins cher. Boum, allez, on dégage ceux avec qui on bosse depuis 5 ans et puis on va prendre la nouvelle qui est 30 centimes moins cher. C'est des rapports humains et des rapports d'entreprise qui sont pourris. Pardon de dire des mots aussi forts, mais il y en a ras-le-bol de ce système-là, où l'entreprise est considérée comme un Kleenex. Monsieur Boel, Virginie Boissière continue toujours, voilà, une autre précision éventuellement à apporter. Est-ce que le tri se fait aussi en France? Ah oui, bien sûr. Le Oui, tri se très fait en France. Donc, le tri, c'est la borne de collecte que tout le monde connaît. Ça va dans un centre de l'économie sociale et solidaire qui fait un premier tri manuel, parce que pour isoler les vêtements qui sont réemployables, qui est le premier niveau de l'économie circulaire, évidemment, c'est de faire qu'on ait le maximum de produits réemployables, localement, de préférence. Donc ça, c'est que l'œil humain, les machines ne peuvent pas le faire, bien entendu. Et derrière, par contre, tout ce qui n'est pas réemployable, c'est ce qui est traité à haute vitesse par un système de tri optique automatisé. Ok. Il nous reste peut-être une minute, si on peut prendre la question de Benoît Lebar, qui a été posée depuis tout à l'heure. Quelles sont les matières recyclables à l'infini? Le coton peut-il se recycler plusieurs fois? Qu'en est-il des matières dérivées, des dérivés pétroliers? Alors, sur les matières cellulosiques, donc on va pouvoir les recycler. Nous, on a fait les tests pour les sacs, on arrive à les recycler 3 fois. Au bout de la troisième fois, on continue à pouvoir faire du fil et à refaire des produits comme des sacs. Au bout de la quatrième fois, les fibres sont trop courtes, donc on ne peut pas. Donc, dans ces cas-là, on utilise cette fibre pour faire de l'isolant. Donc, un isolant thermique pour les maisons, les habitations, ce qui constitue un puits de carbone. Donc, on a permis à chaque kilo de textile de donner tout ce qu'il avait jusqu'au bout et de ne pas le jeter. Ce n'est pas un déchet. Très bien. C'est vrai qu'on arrive au bout, mais on va peut-être, si vous pouvez continuer, Monsieur Boel, puisque alors Sylvie Véret pose une question sur la qualité des matières recyclées. Je pense que c'est un vaste sujet, on ne va pas le trancher peut-être en une minute. Oui. Est-ce qu'on arrive à avoir des qualités de matériaux recyclés assez proches des standards du marché? Je vais vous donner juste un chiffre clair, hein. Évidemment, ceux que je connais, tissage de Charlieu, on utilise 2000 tonnes de matière par an. Et dans ces 2000 tonnes, il y a 90% de matière recyclée. Et ça fait 20 ans que chaque année, on augmente. Et donc, a priori, si les clients nous achètent 2000 tonnes de matière transformée en tissu ou en produits confectionnés, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Donc, c'est possible. C'est, c'est, il faut évidemment, on n'a pas la même qualité de fibre parce qu'on l'a raccourci un petit peu dans le recyclage mécanique, hein. Donc, évidemment, on a altéré la longueur, mais il faut faire des fils un petit peu plus gros et on compense le problème. Ou mélanger avec des matières recyclées post-industrielles, par exemple. Et ça, c'est pour les matières cellulosiques. Pour les matières artificielles, polyester ou polyamide, bah là, le cycle est différent puisque on a des sociétés comme Carbiose, dont vous avez certainement entendu parler, qui vont, avec un procédé enzymatique, couper la chaîne moléculaire du polyester pour faire 2 monomères, et on retrouve de l'autre côté du polyester vierge. Le polyester, bon, alors évidemment, c'est une matière synthétique, pétrosourcée, mais finalement, il peut être recyclé dans des procédés biologiques avec ce procédé enzymatique, et on refait un polyester à l'infini, et il gardera toujours la même qualité. Domiti, Juliette, effectivement, j'ai envie de vous interroger là-dessus. Est-ce que ça, parce que je sais que parfois certains acteurs, des consommateurs, peuvent être réticents par rapport à la qualité de cette matière recyclée. Est-ce que vous étiez confronté à ce sujet-là dans vos activités? Non, bah, c'est vrai que nous, pour le coup, on n'utilise pas du tissu recyclé directement, mais je pense pas que ce serait un frein. Je sais pas ce que tu en penses, mais Non, enfin, ce serait pas forcément un frein si, en fait, c'est
On l'avait déjà évoqué, Siem, la dernière fois, mais nous, on produit, ça dépend si on produit à façon ou si on produit en produit fini. Aujourd'hui, on produit en produit fini avec notre atelier, c'est-à-dire que l'atelier produit tout de A à Z jusqu'au bouton, c'est eux qui fournissent les étiquettes, etc. Et ils nous livrent un produit terminé, on n'a rien à apporter, nous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, notre atelier travaille comme ça et on ne s'est pas encore posé la question de travailler à façon, donc du coup de fournir un fil recyclé. Mais pourquoi pas à l'avenir, enfin, si on a un autre partenaire qui peut faire ça complètement. Enfin, on n'est pas du tout contre utiliser des matières recyclées, bien au contraire, ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour nous à développer. Merci beaucoup. Au vu du timing, je pense qu'on va devoir conclure et donc et terminer ce premier webinaire. J'ai envie de remercier de nouveau, vous remercier tous. Merci beaucoup pour ces exposés très stimulants. Merci à tous les à tous les participants qui ont posé leurs questions et qui ont contribué aussi à l'intérêt et à la richesse des échanges qu'on a eus. Voilà, merci Elie, merci à la Fédération de la mode circulaire, merci aussi pour l'Institut de la mode éthique et de la consommation écologique pour effectivement ces occasions qui ont pour but vraiment de faire avancer les réflexions sur ce qui pourrait amener l'industrie du textile vers, et de la mode au sens large vers plus de durabilité. Et l'idée aussi, et ça je tiens à le dire, peut-être aussi de faire croiser, de faire travailler plus les chercheurs avec les praticiens, je pense avec effectivement une approche beaucoup plus collaborative qui effectivement fait appel à toutes les compétences à la fois des chercheurs et des personnes qui sont bien évidemment sur le terrain et qui rencontrent les problématiques et qui les voient de tout près. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera tous ensemble à avancer sur un sujet aussi complexe qui est la mode durable. Merci beaucoup à toutes et à tous et on vous retrouve très vite pour un nouveau webinaire de ce cycle, a priori au mois de mai. Merci beaucoup et Merci à à très tous. vite. Merci.